Et pour cette troisième et dernière table ronde, plusieurs invités prestigieux nous font l'amitié de leur présence. Une table ronde que j'ai le plaisir de co-animer avec vous, Nicolas Sadoul, directeur de la Fondation du Camp d'Émile, Mémoire et Éducation. Bonjour et bienvenue. Nous souhaitons évoquer, Nicolas, la réparation du tissu social qui se déchire dans nos démocraties. Et pour cela, nous avons convié des femmes et des hommes qui s'engagent concrètement sur le terrain, au niveau régional et national. Le but, contribuer à une société apaisée. Nous avons l'honneur d'accueillir Monder Abdelnader. Bonjour. Prenez un micro, je vous en prie. Bonjour à tous. Vous êtes représentant de l'association Les Voix de la Paix et directeur général du club du 21e siècle. C'est bien ça. Le père Alexis Leproux, bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire épiscopal, chargé des relations méditerranéennes pour le diocèse de Marseille, délégué épiscopal en relation avec le judaïsme. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Radio JM. Nous avons la chance de compter parmi nos invités Brigitte Stora. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentante du mouvement Les Guerrières de la Paix, qui a été créé par votre fille, Anna Assouline. Ça y est, elle a tout dit maintenant. Elle a tout dit, voilà. Mais quand même, c'était important. Et enfin, Rachid Zeroual, bonjour. Alors vous n'avez pas droit de micro. On va peut-être donner un micro à Rachid Zeroual, parce qu'il n'a pas de micro. Voilà. Bon, vous allez le partager avec Monder. Vous êtes président des South Winners et vous nous faites l'honneur de votre présence. Merci à vous, vraiment. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et je crois savoir que vous découvrez également ce lieu mémorial, ce site mémorial du Camp d'Émile. C'est toujours bien d'organiser quelque chose ici, parce qu'il y a toujours des gens qui découvrent cette histoire si importante. Merci Laura pour cette présentation. Je vais commencer par Monder Abdelnader. Nous allons vous passer la parole dès maintenant parce que vous avez une interview dans quelques instants. Vous venez de Paris, vous avez fait le voyage pour participer à cette journée interculturelle et on vous remercie vraiment infiniment de votre présence. Je rappelle, comme l'évoquait Laurent en introduction, vous êtes représentant de l'association Les Voix de la Paix et du club du 21e siècle. À travers vos associations, quelles sont les actions concrètes que vous menez ici en France pour réunir ou du moins confronter les voix divergentes sans violence ni racisme? Les actions, c'est souvent un triptyque séculaire, sans cesse répété, c'est-à-dire, en premier, la capacité à aller à la rencontre de l'autre. Donc le dialogue citoyen, très en proximité, sur les territoires. Et les Voix de la Paix, par exemple, travaillent beaucoup à cela, que ce soit dans les quartiers, ou dans les villes, ou dans les universités, mais aussi parfois en prison. Et le deuxième volet d'action, c'est un volet qui est plus de l'ordre du plaidoyer, de la mise en conscience et de la capacité à pouvoir interagir et écouter l'autre et lui permettre peut-être parfois de faire varier sa perception ou en tout cas d'expérimenter l'altérité parce qu'on sait que le lien social est menacé. Alain Chouraki l'a dit à plusieurs reprises. Et c'est très important pour nous de continuer sans cesse à faire œuvre de conversation entre les uns et les autres, au-delà de nos différences, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et le troisième volet, c'est évidemment notre capacité à pouvoir œuvrer sur le champ de l'émotion, parce qu'il n'y a que ça qui compte quand les choses sont bloquées. Et ça veut dire qu'on va passer par la culture. La culture, comme l'éducation, est un levier majeur de rapprochement des peuples et l'universalisme prend vraiment toute sa dimension quand on travaille avec ce levier culturel. Et c'est aussi ce qu'on fait au Camp d'Émile, ce que fait le Camp d'Émile. Pardon de m'y associer, mais je suis tellement attaché à ce lieu que, voilà, que je m'oublie. Mais je trouve ça extrêmement essentiel que le Camp d'Émile nous offre cette possibilité de dialoguer tous ensemble. Voilà pour les Voix de la Paix. Et si vous me permettez 2 mots sur ce qu'on lance au Club du 21e siècle, c'est un appel à tous. On lance une plateforme de mobilisation citoyenne et on se donne 3 ans jusqu'en 2027 pour faire bouger les lignes parce que notre pacte laïque et républicain d'intégration est menacé et que c'est déterminant aujourd'hui de travailler, de continuer à travailler
sur une démocratie plus inclusive, toujours en ayant à l'esprit d'aller à la rencontre de l'autre sur les territoires, de surtout travailler avec eux, avec le monde associatif, avec le monde intellectuel et de la pensée, avec toutes les spiritualités et surtout, évidemment, avec le citoyen. Ça, c'est une plateforme qui va être déterminante, fondée sur une coalition d'actions, mais je pourrais vous en dire plus pour ceux qui s'y intéressent. Oui, tout à l'heure, on aura le temps. Le cœur du sujet de cette troisième table ronde étant réparé. Mais je voudrais tout à l'heure, en préparant l'émission, vous avez évoqué un point que j'aimerais que vous évoquiez désormais, la notion d'interconvictionnalité, et notamment en lien avec une exposition que vous faites circuler et qui semble au cœur vraiment de la thématique d'aujourd'hui. Effectivement, les Voix de la paix, qui, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, ont été créées par un garçon formidable, je l'appelle garçon, c'est le rabbin Yann Boissière, qui pense, et on est nombreux à partager avec lui cette conviction, qu'il faut que le champ de la spiritualité, du religieux, dialogue avec la société. Et quand il parle d'interconvictionnalité, il parle de cette capacité à relier le croyant et le non-croyant, les laïcs et ceux qui pensent dans la laïcité, et un peu ce qui était rappelé tout à l'heure aussi dans la deuxième table ronde, c'est l'importance de la laïcité qui fonde notre pacte dans cette République, qui est déterminant pour le dialogue. C'est lui qui permet de nous dépasser dans nos différences et d'avoir une République apaisée. Et donc c'est un peu ça, cette interconvictionnalité, c'est-à-dire cette notion de dépasser l'interreligieux pour aller vers une pensée qui permet du recul aussi. Je ne dis pas que le religieux ne peut pas le permettre, mais je dis que certains sont à l'aise en dehors de la religion et il faut les intégrer à notre discours. Je vais donner la parole désormais à Brigitte Stora. N'hésitez pas à prendre le micro, je vais vous présenter brièvement. Vous êtes docteur en psychanalyse, essayiste, vous êtes autrice, on dit maintenant comme ça, autrice de l'antisémitisme, un meurtre intime, et vous représentez aujourd'hui le mouvement Les Guerrières de la Paix, ces femmes françaises qui portent la voix de Palestiniennes, d'Israéliennes, d'Iraniennes, de Syriennes et bien d'autres. Le mouvement Les Guerrières de la Paix était sur les bords de la mer Morte 2 jours avant l'attaque du 7 octobre l'an passé, pour manifester pour la paix. De nombreuses militantes ont d'ailleurs été tuées dans les kibboutz du sud du pays, au plus grand désespoir de leurs amies palestiniennes. Brigitte Stora, en quoi les femmes peuvent-elles aider au processus de paix et plus spécifiquement à la réparation entre les peuples? Alors, je ne sais pas en fait si les femmes sont vraiment plus à même. Parce que je vais vous dire, je me méfie de tout essentialisme. Et il y a des femmes, franchement, entre Marine Le Pen, Madame Thatcher, bon, on ne va pas faire la liste, mais je ne crois pas qu'il y ait une essence féminine particulièrement plus douce ou plus... Par contre, il y a des conditions, évidemment, historiques, économiques, sociales, qui ont fait que les femmes ont un autre rapport au concret. Au concret, c'est-à-dire à organiser la vie. Et de ce point de vue, oui, je pense, et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup en valeur les voix de Women Wage Peace, ce groupe de femmes israéliennes, arabes et juives qui se battent concrètement, pas pour un slogan comme ça, mais pour que les gens retournent autour d'une table de négociation. Bon, ça c'était avant la guerre, avant le 7 octobre. Nous, les Guerrières de la Paix, voilà, on est un petit groupe récent qui s'est créé en 2022, qui était déjà à la suite des tensions qui existaient en France. Alors moi, je ne parle pas de l'importation du conflit parce que je n'y crois pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'importation d'un conflit, il y a un prétexte qu'on trouve pour pouvoir exprimer sa haine. La haine antisémite, en tout premier lieu, la haine raciste aussi. Et on se sert en réalité de ce qui se passe là-bas comme d'une projection de fantasmes. C'est donc de ça qu'il s'agit. Et donc on était un petit groupe de femmes, de jeunes femmes, hein, je précise, moi je suis derrière un petit peu, mais bon, qui se sont retrouvées pour dire on a suffisamment de choses en commun,
pour essayer de mettre à distance ce qui nous sépare. Sachant qu'il y a des choses qui nous séparent. On n'est pas des bisounours. Très concrètement, moi je comprends. Je l'ai déjà écrit dans un premier livre qui parlait de la longue solitude juive par rapport à une certaine gauche à laquelle je continue d'appartenir. Et je me disais, bon, bah oui, un juif est plus touché quand des Israéliens meurent et un arabe est plus touché quand les Palestiniens meurent. Ça fait partie des limites de notre humanité commune. Seulement l'intérêt, c'est qu'on essaye de les dépasser, ces limites. Voilà. On sait qu'elles sont là, mais on essaye de les repousser en se disant, je vais aussi prendre quand même le chagrin de l'autre parce que finalement, il nous est commun. Notre histoire a pris un tour tragique parce qu'on était... Alors, on a créé un grand forum mondial des femmes pour la paix à Essaouira. Essaouira, c'est au Maroc. Il y avait quelque chose un peu de symbolique parce que c'est un des seuls pays arabes qui fait un vrai travail de mémoire par rapport à sa composante juive jusqu'à l'avoir inscrit dans sa constitution. Et là, on a réuni des femmes de partout, des Russes, des Ukrainiennes, des Syriennes, des Iraniennes, bon, à côté comme ça, assez formidable. Et les Israéliennes et les Palestiniennes qui étaient là nous ont dit, on va faire une grande marche pour la paix le 4 octobre prochain. Donc on a dit, OK, on prend la délégation et on va vous soutenir. Donc on s'est retrouvés l'an dernier, exactement à la même date, donc du 30 septembre au 6 octobre. Voilà, ça ne s'invente pas, on est rentré le 6 dans la nuit. Et je vous avoue que je n'ai pas beaucoup dormi, alors si je dis n'importe quoi, vous me le dites, parce que c'est quand même... on a passé 6 jours dans les kibboutz du Sud, à la rencontre de gens, d'hommes et de femmes absolument extraordinaires, de gens qui se battent vraiment pour la paix, contre l'occupation des territoires, pour la reconnaissance mutuelle, en sachant la seule chose qu'il faut savoir là-bas, c'est qu'il y a 2 peuples, 2 légitimités, et que personne ne va partir. Et que tous ceux qui pensent qu'on va en finir une fois pour toutes avec l'autre sont non seulement des salauds, mais en plus des assassins. Et donc on est rentré, la tête pleine d'espoir, de rencontres comme ça magiques. Et le lendemain, c'était le 7 octobre. Donc depuis, on organise des veillées, comme encore une fois, il y a 10 jours, au Théâtre de la Colline, à Paris, le théâtre dirigé par Wajdi Mouawad. Il y avait plus de 1000 personnes. On n'a pas pu faire entrer tout le monde. Et on a fait venir des activistes palestiniens et israéliens qui ont tenu ce discours, quoi. Le discours de la reconnaissance mutuelle, du cessez-le-feu parce qu'il est temps, de la libération des otages. Bref, un discours qui ouvre enfin un chemin vers le possible. Et on continue, on a d'autres actions. Il y a le film donc de Anna Assouline qui va sortir la semaine prochaine sur les écrans. Voilà, c'est une situation terrible. Je reviendrai sûrement là-dessus parce que je ne vais pas mobiliser la parole pendant 20 ans. Voilà, d'ailleurs, je la lâche. Merci beaucoup. Rachid Zeroual, vous êtes donc président d'un club de supporters très connu, appelé les South Winners, qui supporte donc l'Olympique de Marseille. Et tout à l'heure, le rabbin Bendao l'évoquait, vous êtes réunis très rapidement avec vos amis et plusieurs fois cette année ensuite, notamment donc avec le rabbin Bendao, pour porter un message de paix en direction du Proche-Orient. En quoi le sport, si vous prenez cet exemple, selon vous, peut réussir à réparer le tissu social qui est en train de se déchirer dans nos démocraties, si tel est votre constat? Tout d'abord, bonjour à tout le monde.
Nous, ce qui nous concerne, moi, ce qui me concerne en tant que responsable de groupe, ça fait 38 ans que je vis à travers l'OM et dans les stades en France. Je connais un peu le comportement de certains extrémistes de droite qui ont occupé les tribunes en France. Je les ai combattus. On a été jusqu'à en venir aux mains avec eux. Ils comptaient s'installer au stade Vélodrome au virage sud. Je vais encore dire un nom qui ne plaît pas, mais on avait le feu vert de tapis pour les virer illico presto du stade, et il m'a donné l'ordre à moi-même de s'en débarrasser. Alors, c'est ce que j'ai fait, quoi. J'ai pas trop eu le choix, parce que voir dans notre tribune à Marseille, une ville cosmopolite qui a été quand même créée par des immigrés grecs, de voir des croix celtiques, des croix gammées sur des polos Fred Perry ou du Lacoste avec des bretelles bleu, blanc, rouge, et des Doc Martens avec lacets blancs pour la pureté. Alors, on a réussi pendant longtemps, pendant très longtemps, à occuper les lieux et faire en sorte qu'ils ne viennent pas. Maintenant, à l'époque, on n'était pas nombreux, les winners. On devait être 250, 300. Maintenant, on est 7200 abonnés. Alors, oui, j'ai intérêt d'être vigilant. Oui, j'ai intérêt de faire passer un message de paix, parce que c'est mon devoir de citoyen. En tant que fils de musulman, fils d'immigré, je respecte toutes les religions, ce que mon père m'a toujours appris. Ma belle-sœur, la preuve même, s'appelle Teboul. Mon frère, il s'est marié avec une juive. Moi, je me suis marié avec une Corse. Ma sœur, elle s'est mariée avec un Italien. Je suis un pur produit marseillais. La haine chez moi, dans mon cœur, elle n'y est pas, en ce qui concerne les religions et les races. Par contre, contre le fascisme, oui. Je combattrai toute ma vie contre ça. Et c'est la directive et la direction qu'on a donnée à notre groupe et aux jeunes de chez nous pour s'unir et d'être respectueux des uns des autres dans notre tribune, pour pouvoir s'émanciper et faire des belles choses et montrer des belles valeurs, comme quand on a reçu le pape au Vélodrome, quand on a reçu aussi la flamme des Jeux Olympiques à Marseille. On était tous mélangés. Il n'y avait pas de juifs, d'arabes ou de musulmans ou de chrétiens. On était tous unis. On a collaboré avec le curé de Notre-Dame, voilà, avec le diocèse pour le pape. J'ai mené avec les capots du groupe nos troupes, et on a su y faire. On travaille aussi bien avec le Protis Club. C'est une association qu'on a créée pour amener les jeunes dans des classes de prépa pour atteindre HEC et tout. On travaille avec le général Laval à ce sujet. Il nous aide aussi. On travaille là, on va travailler avec l'amiral des marins-pompiers dans ce sens-là aussi. On essaye d'entraider, de participer à la cité phocéenne. Ce que moi, je veux faire passer comme message, c'est que ce qui se passe dans les autres villes en réaction à ces guerres qui se passent dans le monde, ce que je veux que Marseille reste le fer de lance de l'exemple, tout simplement. Et je veux qu'on reste humain entre nous, et je ferai tout pour que ça se passe comme ça dans ma ville. On va citer aussi l'imam Raji, qui s'est associé d'ailleurs à l'initiative que vous avez tenue avec le Rav Chaim Bendao l'année dernière à Notre-Dame-de-la-Garde. Oui, au pied de la Bonne Mère, oui, on a réuni les trois religions pour faire passer ce message-là. Moi, mon docteur, il s'appelait Parenti. C'était notre docteur de famille, je sais pas. J'ai pas la mémoire courte, quoi. J'ai vu toutes ces perches qui se sont tendues vers moi jeune, je ne peux pas oublier. Et c'est ce problème-là qu'on a dans les quartiers actuellement. Et quand je discute avec eux, j'approfondis la chose et j'inverse les problèmes pour leur faire comprendre, attention, terrain glissant, tes propos, ta manière de faire, de dire, elle ne peut rien amener à part la haine. Et la haine, ça n'apporte rien du tout. Je discute avec les gars des quartiers qui sont dans mon groupe. J'essaye de les aiguiller, de les ramener à la raison. Et heureusement que je ne suis pas seul, quoi. J'ai des profs d'histoire, j'ai des juifs qui sont avec moi, j'ai Chaim qui est rabbin, j'ai des imams. J'essaye d'amener la bonne parole là où il faut l'amener, parce que
on n'est qu'un peuple, on vit sur une planète, et j'en ai marre d'entendre des conneries, quoi. Je suis désolé. Qu'on soit intellectuel ou pas, ou cultureux, ce que vous voulez. Comme disait Godin, en parlant des cultureux, les pulls longs, les ongles sales, je m'en fous. On vit tous sur la même planète. Et le soleil brille pour tout le monde. Amen. Merci pour votre témoignage. Je vais maintenant donner la parole au père Alexis Leproux, vicaire épiscopal chargé des relations méditerranéennes pour le diocèse de Marseille, délégué épiscopal aux relations avec le judaïsme. Vous connaissez donc très bien la religion juive et vous contribuez à créer des événements en lien avec le consistoire israélite de Marseille pour rapprocher les religions et les cultures. Pouvez-vous nous parler de votre expérience en la matière ? Merci beaucoup pour votre invitation et de m'inviter à parler de mon expérience, parce que c'est un petit peu cette expérience que j'essaie de transmettre aux jeunes que j'invite des différents pays de la Méditerranée à Marseille, parce que Marseille est un message pour la Méditerranée, et que beaucoup peuvent apprendre, comme on vient de l'entendre, de cette école de vie, du métissage, de l'accueil, du respect, et de ces relations à hauteur de visage qui font que nos étiquettes religieuses ne sont jamais brandies comme des armes pour humilier les autres, mais qu'au contraire, on retrouve ce sens de la personne. Dans mon parcours personnel, c'est à travers le cardinal Lustiger que j'ai commencé à étudier l'hébreu et à découvrir le lieu de la mémoire, le Yad Vashem, et de comprendre à quel point on ne pouvait pas éduquer des nouvelles générations sans des lieux saints de ce type-là. J'ai découvert bien plus tard le camp d'Émile, seulement il y a 2 ou 3 ans, mais entre-temps, j'étais passé à Auschwitz, j'étais passé à Der el-Zor, au mémorial des Arméniens. Plus récemment, je suis allé à l'Holodomor, en Ukraine, parce que c'est essentiel que la jeunesse, intellectuelle ou non, puisse se retrouver, certes, dans des stades pour acclamer des équipes, ce qui est joyeux, mais aussi dans des lieux de mémoire qui permettent tout simplement d'enraciner l'éthique et d'enraciner le vivre ensemble dans la mémoire vivante des douleurs traversées. On ne peut pas, je pense, engager sa liberté pour la vie si on n'a pas, d'une manière ou d'une autre, versé des larmes. Et quand je dis verser des larmes, c'est qu'il y a des lieux qui vous les font verser. Je l'ai vu à Tirana, nous avons invité 50 jeunes de la Méditerranée il y a 2 semaines. Il y avait parmi eux 2 Israéliens, un Juif et un chrétien. Ils étaient entourés de Libanais, Syriens, Tunisiens, Algériens. On s'est retrouvés dans une prison de torture à Shkodra, où des musulmans, des juifs et des chrétiens ont été torturés par le seul État déclaré athée qui a décidé de faire la guerre aux religions. Et dans ce creuset et dans cette prison, j'ai vu que ces jeunes avaient le cœur bouleversé et retrouvaient leur humanité commune. Et on a pu ensuite, évidemment, parler, discuter, cheminer, parce qu'on ne reste pas simplement sur la mémoire. Cette mémoire permet des échanges, comme je le disais tout à l'heure, à hauteur de visage, mais pas des visages durs qui défendent leurs idées, mais des visages qui ont été ouverts par un cœur qui a été touché. Et c'est, je pense, l'importance de lieux comme celui-ci, et pour le travail de réparation dont il est important de parler aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas, à mon sens, faire ce travail de réparation, et je pense principalement à la jeunesse, je m'occupe surtout de 18-30 ans, on pourrait le faire avec des collégiens, des lycéens, et bien sûr à tout âge, mais qu'il y a un moment dans la vie, quand on a 20 ans, 25 ans, où cette porte est une sorte d'obligation démocratique, républicaine, je ne sais pas quel est le meilleur mot qu'il faut choisir, mais de la rationalité, et d'une rationalité qui voit l'histoire avec une conscience ouverte. C'est pour cela que ces rencontres méditerranéennes que nous accompagnons, elles passent nécessairement par un jour de mémoire, et lorsqu'ils sont venus à Marseille, on est venu ici, et quel que soit le lieu où l'on va, on essaie de passer par cette porte de la mémoire. Puis, évidemment, du dialogue pour guérir les pathologies des religions par la rationalité et apporter à la rationalité
une certaine santé aussi par la vitalité des religions, et de travailler en permanence sur ce dialogue intime entre raison universelle, qui nous permet de vivre ensemble, et itinéraire de foi très personnel et communautaire, qui fait la richesse de notre monde. Nous avons tous un visage différent, et nos traditions religieuses montrent la créativité des êtres humains, de Dieu lui-même, je pense aussi, et de pouvoir travailler comme ça dans ce dialogue entre universalité rationnelle et singularité, particularité religieuse. C'est un peu la deuxième étape. Et puis la troisième étape, qui pour moi rejoint aussi les guerrières de la paix, c'est de ne jamais être sourd aux cris de ceux qui aujourd'hui, très concrètement, vivent sur ces lieux de fracture. Voilà, c'est un peu le programme d'une session, d'une semaine de travail ensemble, qui, de la mémoire, par le dialogue, en arrive à une écoute et à un engagement possible au service des peuples et de l'unité méditerranéenne. On a un immense rêve, c'est que la qualité de vie qu'on a à Marseille, parce que je suis curé de Notre-Dame-du-Mont, qui a eu la médaille d'or de la coolitude, et donc internationale. Donc je vois bien ce que ça veut dire. Hein. Depuis l'Amérique, ils nous voient comme un lieu très particulier. La coolitude, c'est une forme de réparation. Et on souhaite vraiment que Marseille puisse contribuer à une coolitude méditerranéenne qui nous semble absolument nécessaire pour la jeunesse, mais pour le monde entier. Brigitte Stora, je vais vous redonner la parole. On est évidemment dans l'émotion en ce 7 octobre. Comment réparer, selon vous, nous réparer, après cette année si dramatique, si tragique? Vous avez un micro peut-être? Voilà, Rachid, si vous pouvez. Il est là. Moi non plus, j'ai plus de voix, mais c'est pas grave. Vous allez trouver les mots. Puis on sent aussi votre émotion qui est là, bien sûr. Comment réparer? Il n'est plus là, votre ami rabbin? Chaim? Bon, parce que la réparation du monde, vous savez, dans le judaïsme, c'est une grande histoire, le tikkun olam. Le monde serait brisé, il faudrait récupérer donc ces brisures pour... Je ne vais pas faire une exégèse biblique, etc., mais je pense que c'est quelque chose d'assez fort dans le judaïsme, cette idée qu'il y a finalement un libre arbitre. Ce que dit Rabbi Akiba, finalement, ce qui nous reste, c'est le libre arbitre. Mais ce libre arbitre, c'est pas... Ah ben voilà, parce que moi je veux parler sous votre autorité, quand même. Bon. Ce libre arbitre n'est pas pure autodétermination. C'est comme un chemin étroit vers le possible. C'est ça, moi, qui me semble important dans la réparation. Je crois qu'il ne s'agit pas c'est comme l'espoir, on ne va pas dire qu'il est là. Les militants de l'espoir aujourd'hui en Israël et en Palestine sont minoritaires, et on les comprend. Ce qui a été fait de part et d'autre, largement impardonnable. Et nous, ici, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de donner de la voix, faire retentir ceux qui, au cœur du brasier, arrivent quand même à entrevoir autre chose, à entrevoir la douleur de l'autre, à reconnaître la légitimité de l'autre, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment un chemin étroit, difficile, qui nous fait passer d'ailleurs à chaque fois pour des traîtres, pour ceux qui ne sont pas capables de bien reconnaître la douleur des siens. Or, il s'agit de toute autre chose. Je vous disais tout à l'heure, oui, on a été dans ce voyage, on a rencontré Viviane Silver. Tous ceux qui l'ont rencontrée ont été sous le charme de cette femme, de cette combattante de la paix qui passait son temps donc à prendre des enfants palestiniens de Gaza pour les convoyer vers des hôpitaux à Jérusalem en général. Cette femme donc a été assassinée dans son kibboutz Be'eri le 7 octobre au matin. Elle a été brûlée vive. On l'a su très tardivement parce qu'on pensait qu'elle était otage à Gaza. Ah non, mais je vous ai fait venir, c'est pas pour discuter dans votre coin là. Non, mais c'est quoi ces mauvais élèves?
On l'a su. Attendez, je suis toute seule, il faut bien que je me défende. Je ne Exactement. sais pas si vous voyez, mais la parité, ici, il y a un petit sujet. Hein. On y reviendra. Donc, voilà. Vivian Silver donc, a été assassinée, ça nous a totalement anéantis. Et son fils a décidé de reprendre le flambeau. Voilà, son propre fils a décidé que la seule manière d'honorer la mémoire de sa mère, c'était de continuer le chemin qu'elle avait tracé. Voilà, c'est ce genre de choses, si vous voulez, qui nous rend humbles, admiratifs, et puis aussi en colère contre ceux qui, ici, à l'abri de tout, se mettent à souffler sur les braises, ceux qui généralement n'ont d'ailleurs pas grand-chose à voir avec les deux peuples en question, qui sont à l'abri de toute retombée, qui sont les héros des réseaux sociaux. C'est l'inverse de la responsabilité. C'est l'inverse. Nous, on pense que le chemin de la paix, de la réparation, a à voir avec ce chemin, encore une fois difficile, de la responsabilité. La table ronde précédente, on parlait de Caïn et Abel, de répondre d'autrui, répondre de son frère, répondre de son prochain. La responsabilité, c'est ça. C'est déjà accepter qu'on a de l'autre en soi et qu'on répond, qu'on devient quelqu'un en réalité, en répondant de l'autre. Voilà. Merci pour ces mots, Brigitte Stora. Peut-être faire intervenir du coup Chaim Bendao, qui est revenu dans cette table ronde. Oui, peut-être nous dire, parce qu'on voit votre complicité, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans la table ronde précédente, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être concrètement, après le 7 octobre, notamment chez les South Winners, si vous avez remarqué, puisque vous vous êtes senti l'ardente obligation d'intervenir auprès de vos adhérents, des supporters, qu'est-ce que vous avez senti de particulier et comment vous êtes intervenu? Alors on voit la multiplicité de vos actions dans l'accompagnement des publics, dans la création d'associations. On va nous donner dans cette table ronde réparée. Voilà, bon, on peut peut-être commencer par M. Zerwal et ensuite. Tu peux me tenir le micro? Voilà, est-ce que vous nous donnez des exemples? Vous avez placé le cas tout à l'heure, vous nous avez dit. En fait, c'est à la maison. Moi, j'étais attablé. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Comme tu disais si bien, je ne suis ni palestinien ni israélien, moi. Je suis musulman, marseillais, fils de musulman, parce que je ne suis même pas pratiquant, je suis désolé. C'est le regard de mes enfants, parce qu'ils savent que moi je suis plus un humanitaire, que je cherche toujours à donner le bon exemple à mes enfants. Et quand aux informations... on voit toutes ces violences qu'on peut voir, même à travers les réseaux. Et ils peuvent se faire leur idée quand je ne suis pas là. Ils peuvent devenir ce qu'on ne sait pas quand on n'est pas là. Mais attabler avec vos propres enfants, en train de regarder les infos, ils avaient le regard hagard, quoi. Ils étaient perdus. J'ai senti qu'ils voulaient s'exprimer, mais ils ne savaient pas comment entamer le sujet avec moi. C'est moi qui ai été obligé de rentrer... dans la discussion avec eux et leur expliquer où c'est déjà la Palestine, Israël, parce que géographiquement, il y en a plein qui essayent d'amener leur pierre à l'édifice pour faire du buzz, mais ils ne savent même pas la carte du monde, comment elle est constituée. C'est là où j'ai senti moi-même qu'il y avait un gros malaise entre moi et mes enfants, parce qu'ils n'osaient pas s'exprimer, me dire leur ressenti. J'ai été obligé de prendre le taureau par les cornes et leur expliquer un peu. Et après, j'étais pas né, moi. J'étais pas de cette époque, quand on a donné le terrain aux Israéliens, qu'on leur a dit faites votre pays ici. J'étais pas là, moi, je suis désolé. Je peux pas m'impliquer réellement dans ça, politiquement. Et heureusement que je connaissais Chaim et que on a des amis en commun et qu'on se connaissait, qui passaient au local. En discutant ensemble, on a trouvé la solution de vite agir avant que les gens se fassent de fausses idées, qu'on les manipule au travers des réseaux. Et j'ai vu l'agressivité des mots des uns et des autres.
sur les juifs, sur les musulmans, sur les chrétiens. C'est parti. Je voyais que ça partait en sucette. Moi-même, j'y suis sur les réseaux. Je n'osais même pas donner mon avis. Parce que même si vous étiez un homme de paix dans les réseaux, vous étiez diabolisé en l'espace de 2 secondes. Et ils pouvaient vous signaler vos comptes. Et c'était fini, on vous enlevait la parole. Hein. C'était grave. Quoi. À ce moment-là, je connaissais le curé, je connaissais Rabbin. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait là? On a fait des réunions locales, on s'est réunis et il va vous expliquer. Trop fort. Quelle transition. Moi, je voulais raconter une anecdote. Faut savoir que Rachid, bon, les réseaux sociaux, j'ai pas. Lui, il y est. Des fois, je vais sur son compte. Je sais pas comment il fait pour dormir la nuit, avec le nombre de gens qui, avec les commentaires. Il fait ouais, il fait vous. Vous avez enlevé les drapeaux, donc on ne vous entend pas, c'est pour ça. On ne vous entend pas, Attendez, monsieur attendez. Zermol. Moi qui Prenez... devais parler à la Voilà. base. Non, Raïm va expliquer. Donc vous avez le message coexister du coup sur les réseaux sociaux, c'est ce que vous expliquiez. Revenez à votre anecdote du coup, alors, Raïm. j'étais au match OM Lyon. D'ailleurs, qui n'a pas eu lieu. On avait fait des belles banderoles, des tifos. Bon, c'est pas grave. Tout est pour le bien. Il y avait un jeune parmi les winners qui avait un drapeau de la Palestine gigantesque. Et puis lui aussi, il était gigantesque. Je me suis dit, Raïm, faut me attaquer autrement que frontal, clairement. Moi, j'avais mon drapeau de la paix. J'étais avec l'imam. Et il était, le visage était grimé, donc je ne pouvais pas voir qui c'était. J'ai suivi, j'ai pisté, jusqu'à que je voie qui c'est. Il faut aller au fond des choses. Premièrement, il faut apprendre à nos jeunes, à nos moins jeunes, à nuancer les choses. Ce n'est pas parce que dans les winners, il y a 3-4 drapeaux de la Palestine que tous les winners sont pro-palestiniens, premièrement. Excusez-moi, mais c'est très important. C'est le discours que j'ai à la maison avec mes enfants et dans ma communauté. Et ce n'est pas parce que quelqu'un il a un drapeau de la Palestine qu'il est antisémite. Il faut savoir naviguer. Ce jeune, je l'ai pisté jusqu'à ce que je le retrouve au local. Je m'assois avec lui, sans lui dire que je sais qui c'est. J'ai discuté avec lui pendant 1 heure. On a reçu ensemble les supporters israéliens. D'ailleurs, j'ai reçu un maillot qui est collector à la synagogue. Enfin, je l'ai pris, tu voulais le garder. Bon, ça, c'est pas grave. Et à un moment, j'ai parlé avec ce jeune. Il a été capable de me dire, il avait le bracelet électronique, donc il sortait de galère. En vrai, ce drapeau, c'était simplement une accroche ou une haine à quelque chose qu'il a trouvé rapidement. Il faut creuser ce genre de personnage. Il ne faut pas s'arrêter à l'image première. C'est important, très très important. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vécu chez les Winners. Et après, on a fait la fête ensemble. Et ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, il est supporter des Winners. Il ne porte plus le drapeau palestinien. Voilà, c'est concret, c'est concret. Voilà. Surtout apprendre à nos enfants, à nos jeunes, à nos moins jeunes, à nuancer une information, à la décortiquer et à prendre le temps de savoir est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse. Et c'est ce que Rachid fait au sein des Winners. J'étais là le jour où il a sorti la carte du monde et il a dit elle est où la Palestine? Et il n'y en a aucun qui a su. C'est courageux de sa part de le faire. À part ça, je me suis vu voir Rachid un jour chez les Winners, regarder un jeune de loin qui avait mis un propos antisémite sur Facebook. Il lui a juste fait ça avec la main. Le lendemain, il n'y avait plus de propos. Des gens comme ça, c'est hyper important dans nos quartiers. Et il le fait avec sincérité. Bon, il faut des fois verser de l'argent. Enfin bref, ça. C'est du concret, effectivement, Raïm Bendaou. On va finir cette dernière table ronde avec le père Alexis Leproux, Mander qui est revenu, du coup, de votre plateau France 3. Quels sont tous les deux le message que vous souhaitez donner
aux spectateurs, aux auditeurs de Radio JM qui nous écoutent, un message d'espoir, un message de paix, un an après ces massacres du 7 octobre, un an après cette guerre qui n'en finit pas, un an après ce terrorisme qui nous frappe aussi ici en France. Qu'est-ce que vous avez envie de délivrer comme message tous les deux ? C'est une question très difficile, mais je commencerai par dire que quelques jours après le 7 octobre, Dvir, israélien juif qui vient du Negev et qui était à Marseille, et une jeune Palestinienne de Bethléem qui était aussi à la rencontre, ont immédiatement, ensemble, réagi pour montrer que, quelles que soient les tragédies et les violences, on ne doit jamais renoncer à se rencontrer, à se parler et à garder le lien. Et c'est ce que j'essaie de faire envers et contre tout, de solliciter des moments de rencontre pour qu'on puisse toujours se tendre la main et reprendre la route. Monder Abdelnader, un mot pour conclure. Merci. Je vais insister sur quelque chose qui peut nous amener à tous de l'espoir, c'est les générations futures. Parce que c'est elles, aujourd'hui, qui vont construire leur monde, le monde de demain, et nous ne sommes que des passeurs. Et c'est ça qui donne la foi, c'est ça la lumière dans l'obscurité. J'ai malheureusement pas tout partagé avec vous, mais je vais insister par exemple sur l'importance de cette flamme que sont les guerrières de la paix, qui est une initiative extraordinaire, parce que malgré tout, malgré toutes les vicissitudes, l'avant-veille de l'attentat du 7, elles étaient toutes ensemble et elles continuent. Et donc ces mouvements-là, sachez qu'il y en a beaucoup, on a une multitude agissante, malheureusement parfois fragmentée, sous-financée, face à des forces d'obscurité qui sont beaucoup plus organisées, mais on ne lâchera rien et il faut surtout compter sur cette jeunesse qui, effectivement, comme le rabbin l'a dit, n'a pas de problème pour appréhender l'autre parce qu'il s'appréhende, parce qu'il partage en commun, par le sport, par la culture, par la musique et parfois même par le partage des traditions et des cultures religieuses qui se font dans les quartiers. Donc voilà, je ne veux pas être trop long, mais c'est dans la jeunesse que réside notre espoir. Brigitte Stora, votre mot de la fin après ces belles paroles. Pardon ? Il m'énerve. Cherche Après, on va discuter. Le mot de la fin, c'est que l'autre existe. Voilà. On peut pas. 2 mots sur les réseaux sociaux. C'est effectivement une machine à produire de la haine. Parce que ce n'est pas les commentaires qui proposent de la nuance, de la contradiction, qui vont faire le buzz. De la même manière qu'on avait une télé-poubelle qui était sur ce modèle-là. Dans les réseaux sociaux, il y a quelque chose d'encore pire. C'est qu'on finit très vite par virer, vous savez, ceux qui nous énervent, c'est normal, et par se retrouver, alors qu'on croit qu'on a accès au monde, dans un espèce de tunnel communautaire, tout ce qu'on veut, mais où on reçoit sans arrêt la même parole. On est abreuvé sans arrêt des mêmes douleurs. On n'a plus la place pour l'autre. Et ça, c'est vrai. C'est vrai dans la communauté juive, c'est vrai chez les musulmans, c'est vrai chez tout le monde. Si on est du matin au soir abreuvé avec la même seule parole, on devient dingue au sens réel du terme. Parce que quand je dis que l'autre existe, l'autre fait partie de soi, l'autre est la condition de la responsabilité, l'autre nous sauve d'une solitude terrifiante. Parce que quand on est enfermé dans sa douleur, on devient dingue. Et la haine est aussi une autodestruction. C'est vrai pour une personne, on le sait, que ce soit nos relations personnelles, etc. La haine détruit. Elle détruit l'autre, mais elle détruit aussi celui qui la porte. Et au niveau politique, historique, on a eu des grandes histoires comme ça. Poliakov, dans son histoire de l'antisémitisme, a parlé du moment nazi comme l'Europe suicidaire. Et effectivement, l'Europe
en consentant au génocide des Juifs, en l'organisant, s'est auto-détruite. Et il y a eu effectivement 6 millions de morts dans les camps et il y a eu 45 millions de morts dans cette guerre d'autodestruction. Voilà, l'autre existe. C'est souvent difficile, hein, parce que des fois l'autre il est pénible, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Mais il est là et il fait partie de notre responsabilité par rapport au monde. Voilà. Rachid Zeroual, Haïm Bendao, le mot de la fin, le message que vous souhaitez diffuser pour finir cette belle matinée de rencontres, de diversité autour de cette mémoire, de cette fraternité et de cette réparation. Je sais que ça va être difficile pour les deux peuples déjà, à tout reconstruire, à trouver des raisons pour se pardonner. Je ne sais pas si c'est trop tard ou c'est... On ne sait pas, l'avenir il nous le dira. On ne peut pas se projeter et inventer au travers ce qu'on peut penser, même tous ici unis. Je leur souhaite que la paix, déjà, elle leur envoûte le cœur et le cerveau pour qu'ils puissent s'asseoir autour d'une table et dire stop chacun, les uns les autres, et se pardonner pour construire un monde meilleur. Amen. Je voudrais, avec Laura, avec l'ensemble des organisateurs, mais je voudrais avant de... Juste pour conclure, puisqu'on est le 7 octobre, une pensée pour le massacre qu'il y a eu. Ces gens à la base qui aidaient beaucoup les Palestiniens dans le soutien scolaire et tout ce qui s'ensuit. Et la deuxième chose, je le disais encore Shabbat à la synagogue, il est interdit de se réjouir de la mort de nos ennemis. C'est un long débat dans le Talmud. J'ai quelqu'un qui est venu dans la semaine qui m'a dit on fait un apéro, Nasrallah est décédé, enfin, est mort. J'ai pas de problème sur le fait qu'il soit mort. Je ne vais pas pleurer une fraction de seconde. Mais je ne veux pas que notre communauté elle met à l'intérieur de son ADN la haine. Ça ne m'intéresse pas. C'est très important de le véhiculer dans nos écoles et à tout le monde. C'est marqué clairement dans la Bible, quand les Égyptiens qui nous ont mis en esclavage pendant 400 ans se sont noyés, les Juifs les Hébreux de l'époque se sont réjouis et Dieu a dit « Ne vous réjouissez pas, ce sont aussi mes enfants ». Très important. Une dernière chose, une grande pensée pour ces personnes qui sont otages. On ne sait pas où ils sont, des enfants en bas âge, des gens avec des traitements lourds. On leur souhaite une libération rapide, ainsi que la libération de tous les otages qui se trouvent dans le monde. Voilà. Merci Haïm. Merci beaucoup. Donc, comme je vous disais, nous voulions vraiment vous remercier d'avoir participé à cette troisième table ronde sur un thème réparé. Vous avez les uns et les autres montré en quoi et ô combien la question du lien, de la communication, de la rencontre était prédominant, nécessaire pour justement comprendre, dialoguer, y compris dans des périodes où tout s'enflamme, où les mots deviennent fous et les hommes et les femmes, bien souvent les hommes, le deviennent eux aussi. Et vous rappelez qu'ici, on est un lieu, vous le savez, mémoriel, d'histoire, de culture et de paix. Et nous vous réitérons avec Alain Chouraki, avec toutes nos équipes, le plaisir que nous aurons à vous rencontrer, à venir vous accueillir avec les différentes associations que vous portez pour que nous continuions à approfondir sous une forme ou sous une autre, par la mémoire, par l'histoire, par la culture, par la découverte aussi, par les émotions, ce qui nous permet, et c'est ce que nous portons aujourd'hui, de faire société. Merci une fois encore. Merci à tous les intervenants, merci aussi à toutes les équipes de Radio JM et de la Fondation du Camp des 1000 Mémoire et Éducation qui ont œuvré au bon déroulement de cet événement. Je vais les citer: Odile, Claudie, Nicolas, Léna, Charlotte, Pauline, David, Joseph, Amy, Noah, Jordan, Sacha, Sandra, Macéo, Momo et Magali. Merci à tous.
Et après les informations de 13h, vous pouvez suivre la suite des événements qui ont lieu ici au Camp des Milles, l'inauguration de l'exposition l'après 7 octobre que vous pouvez découvrir au Camp des Milles jusqu'au 7 novembre prochain. Merci à tous, très belle pause déjeuner.